TVT au cœur de l'information. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Voici d'abord les titres de ce journal. Une femme procureure générale près la Cour suprême du Togo, après avoir été aussi première femme avocate générale à la même cour, Ahadji Azanledji Maoulawe, a prêté serment ce vendredi de remplir ses nouvelles fonctions dans le respect de la Constitution. C'est le 17 octobre dernier que la magistrate a été nommée par Faure Gnassingbé. 3 nouveaux membres de la Cour ont également prêté serment ce jour. On le verra dans ce journal. Des sites de dépistage du diabète un peu partout dans le Grand Lomé depuis ce jeudi. 3 jours d'action de proximité pour agir sur le taux croissant du diabète au Togo. Ouvrez l'œil autour de vous, vous pouvez passer faire votre check-up gratuitement. Et puis, il est en concert ce samedi pour son premier album à mes gants, Ethan Blex, que nous dansons depuis 10 ans. L'invité de ce journal de début de week-end. Restez avec nous pour plus d'informations autour de ce rendez-vous. Merci de suivre ce journal qu'on ouvre avec cette visite jeudi à l'Assemblée nationale de l'ambassadrice de France au Togo en fin de mission, au cœur des échanges entre Jocelyne Caballero et Yawa Digbori Tchegan, les relations franco-togolaises et l'empreinte de l'ambassadrice à l'issue de son mandat. Cette dernière s'est exprimée à sa sortie au micro de Marie-Reine Abita. Nous avons fait évidemment un tour d'horizon de la relation franco-togolaise, mais nous avons surtout mis l'accent sur la diplomatie parlementaire qui s'est considérablement développée ces 2 dernières années, puisque vous savez que nous avons eu la visite de 17 parlementaires français pendant ces 2 dernières années. Ces parlementaires sont soit membres des groupes d'amitié du Sénat, de l'Assemblée nationale, ou de groupes d'études, par exemple les parlementaires qui sont venus faire un rapport sur le financement français apporté au fonds Muskoka, qui est consacré, comme vous le savez, à la santé maternelle et infantile. Ces visites sont extrêmement importantes parce que les liens humains, professionnels, dans tous les milieux de la société sont ceux qui constituent finalement la force vive de nos relations bilatérales, au-delà évidemment de la relation institutionnelle qui doit être de haut niveau. Et nos parlementaires, vous savez, votent les budgets et ils sont désireux aussi de voir l'impact de ce que nous faisons. Et donc ces visites, ces rencontres sont importantes aussi pour le Togo et pour notre action future au Togo, de manière à ce que nous continuions d'avoir tous les moyens nécessaires. Mes souvenirs sont principalement ceux de mes déplacements à travers le pays, du sud au nord, du nord au sud, à 3 reprises, des rencontres avec des responsables institutionnels, l'échelon communal, les maires qui se mettent en place. Et vous savez que ça a donné lieu à une considérable montée en puissance de notre coopération dans le domaine de la décentralisation. Et puis des rencontres tout simplement avec des entrepreneurs, des agriculteurs, des associations qui contribuent au développement local. Mes souhaits pour mon successeur, c'est de continuer de travailler avec le même degré de confiance avec les autorités togolaises. Jocelyne Caballero, ambassadrice de France au Togo en fin de mission, à sa sortie d'audience ce jour de chez la présidente de l'Assemblée nationale. Et nous poursuivons avec ce communiqué conjoint de remerciements aux populations et aux acteurs impliqués et dans le processus de dénombrement du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Le communiqué dit ce qui suit. La phase du dénombrement du 5e recensement général de la population et de l'habitat a été lancée officiellement le 24 octobre 2022 sur toute l'étendue du territoire national.
Au terme de ce dénombrement du RGPH 5, qui a commencé le 23 octobre avec le déploiement des agents de terrain, le gouvernement tient à saluer le bon déroulement de cette opération qui a pris fin le 16 octobre 2022. Il saisit cette occasion pour remercier toute la population et l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus, notamment les préfets, les honorables députés, les maires, les chefs traditionnels, les leaders religieux, les leaders communautaires, les partenaires techniques et financiers, les agents de terrain et les médias pour leur mobilisation qui a permis un aboutissement heureux de ce processus. Le gouvernement invite par la même occasion les populations à collaborer à nouveau avec l'INCID pour un bon déroulement de l'enquête post-censitaire qui sera réalisée dans les prochains jours. Cette enquête, qui ne concernera que quelques localités tirées au hasard, permettra de vérifier la qualité du dénombrement réalisé. Le communiqué fait à Lomé ce 18 novembre 2022 est signé par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, Payado Boupessi, et pour le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Ablamba Ahwefavi Johnson. On poursuit ce journal avec cette prestation de serment ce vendredi à la Cour suprême de Lomé, prestation de serment de la toute première femme procureure générale près la discours. Madame Ahadji Azanledji Maoulawe a été nommée le 17 octobre dernier par décret présidentiel. Elle a juré devant le garde des Sceaux, ministre de la Justice, et devant le président de la Cour suprême de remplir fidèlement sa mission. Reportage Chaznambaga. D'abord la lecture de la formule, suivie de la prestation de serment proprement dite. Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions dans le respect de la Constitution, d'assumer sans défaillance le devoir qu'elle m'impose et de garder le secret des délibérations. Madame Azanledji, épouse Ahadji Justine Maoulawe, veuillez lever la main droite et dites à haute intelligible voix, je le jure. Je le jure. Par cet exercice, Madame Ahadji Azanledji Maoulawe devient officiellement la première femme procureure générale près la Cour suprême du Togo. C'est la consolidation de la gouvernance sensible au genre menée avec tact et détermination par le président de la République, Gnazingbe Ssozamna. Titulaire d'une maîtrise en droit des affaires et d'un diplôme de 3e cycle de l'ENA, option magistrature, elle a été substitut du procureur de la République, juge d'instruction, conseiller à la Cour d'appel de Lomé, puis première femme avocat général près la Cour suprême du Togo. Un parcours professionnel sans faute qui est ainsi couronné. Cette nomination est bien entendu intervenue sur l'unique base, l'unique support de l'examen des capacités, des aptitudes et des connaissances de l'impétrant. En aucun cas, il n'a été question d'une nomination de complaisance ou d'une attitude condescendante des autorités envers Mme Azanledji, épouse Ahadji. C'était du méritoire et du mérité. Vos mérites, vos capacités. Vous aurez donc à mettre ça en œuvre pour affronter votre mission que vous avez déjà démarrée. Mais maintenant, vous allez assumer l'entière responsabilité. Face à une machine, à un appareil judiciaire, face à des praticiens dont une partie a un peu brillé de l'indélicatesse, de l'inconduite et tout simplement de l'oubli exprès du droit. Après ces conseils et exhortations, le président de la Cour suprême a renvoyé l'impétrant à l'exercice de ses fonctions. Elle remplace à ce poste Eklouboko Kodjovi Lodonu, appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Une délégation de la Cour suprême du Bénin est venue apporter sa solidarité confraternelle à sa sœur du Togo. 3 autres nouveaux membres de la Cour suprême ont également officiellement pris fonction ce vendredi. Le compte rendu de cette autre cérémonie nous sera proposé dans nos prochaines éditions.
Concours de barista à Lomé lors de la 62e réunion annuelle de l'Organisation interafricaine du café. Le concours barista est un événement au cours duquel les gens s'affrontent pour produire les meilleures boissons au café à base d'espresso. Ils ont croisé donc leur savoir-faire et un seul a séduit le jury. Découvrons-le avec Eli Agbanyadao. De la mouture à l'infusion, toutes les étapes de la préparation du café scrutées à la loupe par le jury. Nous sommes au 4e jour de la 62e réunion annuelle de l'Organisation interafricaine du café, au IAC. Ils sont 10 baristas venus de 8 pays à prendre part à cette compétition. De la préparation d'espresso en passant par le cappuccino et la boisson signature, c'est Ohino venu du Kenya qui ici est bien illustré. Du coup, il remporte le premier prix mis en jeu. Il lui est décerné au cours de ce dîner. Je compétis dans différentes compétitions. Donc, j'ai reçu le prix de deuxième meilleur barista au Kenya. Et donc, ma motivation était vraiment de venir et de remporter ce prix aujourd'hui. Donc, j'ai travaillé dur depuis 2016 pour remporter ce prix ici. Faire un bon café ne s'improvise pas. Chaque geste est précis. Le moindre gramme de café compte pour un espresso réussi. L'arôme du café, le processus à suivre pour un bon café et le timing sont jugés. Les critères de sélection étaient au niveau de l'expresso, la créativité. Nous suivions les règles à l'international de barista, des compétitions de barista, donc qui aussi prennent en compte la question de temps. Donc si vous êtes au-delà de 15 minutes, donc vous êtes disqualifié. C'est d'impliquer les jeunes en Afrique de l'Ouest dans le secteur du café, dans le métier du café. Donc pour les expliquer qu'effectivement vous pouvez gagner votre vie en faisant du café. Le développement exponentiel ces dernières années du café en Afrique interpelle les dirigeants. Des initiatives de ce genre galvanisent les baristas africains. Des personnes venues d'horizons divers se sont réunies dans notre pays pour échanger autour d'une ambition commune qui est celle de voir comment nous pourrons continuer à valoriser nos productions locales à travers nos talents locaux pour les porter au-delà de nos frontières. Des formations ont eu lieu, des échanges ont eu lieu, des rencontres enrichissantes se sont déroulées ici même. C'est le lieu de saluer la vision de ceux qui ont organisé ce bel événement. 8 pays ont préparé à ce rendez-vous, un événement pour amener les Africains à être les premiers consommateurs de leur propre café. Et l'on en vient à cette clôture à Lomé de la formation régionale des professionnels et décideurs du secteur de l'aménagement urbain. 10 jours d'échange et de partage et les 18 participants ont reçu chacun leur attestation affirmant donc qu'ils sont outillés aujourd'hui à relever les défis liés à l'urbanisation durable des villes africaines. On voit cela avec Marie-Thérèse Nabédé et Eli Agbanyadao. Cette cérémonie marque la fin de la 9e session de formation à l'intention de 18 praticiens dont les profils professionnels sont liés au développement urbain durable et au questionnement des enjeux et défis de la transition écologique. Après 10 jours d'activité, partage, échange, présentation de projets portant sur les formes urbaines, architecturales, le développement des filières avec la gestion des déchets, ils reçoivent enfin leurs attestations. Le monde de demain est un monde urbain, c'est-à-dire la majorité des habitants vont habiter dans les villes. C'est pour dire donc si nous voulons agir sur les questions du changement climatique, il est tout à fait normal que nous changions de paradigme sur notre façon de construire la ville, d'alimenter la ville en énergie, parce qu'elles sont les plus grandes consommatrices d'énergie. Sur le terrain, c'était la visite. C'était la visite des travaux qui ont été déjà faits en matière de réutilisation des déchets. Parce que qui parle de ville, parle de production de déchets. Qui parle de ville durable aussi parle de la gestion encore de ces déchets-là. Donc c'est de voir comment on peut aménager une ville, arriver à même réutiliser justement les déchets que nous avons pu avoir, parce qu'on a vu comment le déchet devenait or en fait, cet or dont on nous parle, de faire du déchet la production de gaz, de faire du déchet la production de
de fertilisants pour le sol. Selon le directeur général de l'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme EAMO, les notes attribuées au projet des 18 participants par le jury vont de 12 à 15,25. Les projets qui ont été présentés ont été notés des projets excellents, satisfaisants, donc 100% des résultats. Nous avons fait un pas vers la résolution des grands problèmes mondiaux. Les acteurs qui sont dans l'environnement bâti, je pense qu'ils ont eu suffisamment d'échanges, suffisamment de techniques pour pouvoir encore influencer le monde des praticiens. 6 pays de la sous-région ont été représentés à cette 9e session pour la promotion des villes durables en Afrique. Bénin, Cameroun, Mali, Niger, Sénégal et Togo. Et dans le même secteur, les élèves de l'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme, EAMO, et ces élèves vont organiser ce vendredi une journée porte ouverte à l'endroit des étudiants et du grand public pour faire découvrir leurs pratiques. Donc, on suit ce reportage avec Marie-Reine Abeta et Kwesala. Les portes de l'EAMO ouvertes au grand public pour 2 jours. Au premier rang des visiteurs, des étudiants. Ils parcourent les stands ouverts au sein de l'institution, puis c'est tour des installations. À chaque étape de leur visite, ils sont renseignés davantage sur les différentes filières de l'EAMO. Une sensibilisation pour permettre aux étudiants de mieux s'orienter. De planification de nos villes s'impose et il faut renforcer en fait le domaine des métiers de la ville, c'est-à-dire l'architecture, l'urbanisme et la gestion urbaine, qui est la spécialité de l'EAMO, nous devons dire. Donc il faut ouvrir les portes, montrer en fait ce qui se fait et l'avantage de ces formations-là. L'objectif de ces journées portes ouvertes, c'est de pouvoir motiver nos jeunes cadets à pouvoir s'inscrire dans nos différentes filières et de pouvoir construire nos villes, de relever les grands défis. Ces journées portes ouvertes ici nous permettront, en tant qu'étudiants et en tant qu'habitants de Lomé, de savoir exactement ce qui se fait dans EAMO. En sortie de cette journée, nous comprendrons tout simplement que EAMO compose de très larges filières. C'est aussi l'occasion pour les anciens élèves de l'EAMO de partager leurs expériences avec les nouveaux étudiants. Yao Aziakor, aujourd'hui commissaire aux activités de l'Ordre national des architectes, a appelé les apprenants à faire le bon choix. Le suivisme est à proscrire à tout prix. Il ne faut pas venir à l'EAMO pour faire l'architecture, l'urbanisme ou la gestion urbaine parce que les gens en font, mais il faut avoir la compétence. Donc il faut avoir le goût de la conception, de la créativité, du beau ou bien du développement de la ville. C'est une bonne initiative qui donne une connaissance globale sur déjà la profession d'architecture, d'urbanisme et de gestion urbaine. Fort de ses 47 années d'expérience, EAMO a à son actif des centaines d'étudiants formés en architecture, gestion urbaine, urbanisme, mobilité et transport. L'école propose des solutions adaptées à la croissance démographique auquel fait face depuis quelques années les États africains. Et on va parler santé avec la lutte contre le diabète qui s'accélère au Togo. Depuis jeudi, des journées portes ouvertes sur la maladie ont lieu dans le Grand Lomé. Des sites de dépistage et de sensibilisation sont disséminés un peu partout dans la ville pour rapprocher le service des populations. C'est ainsi pensé par l'Association des jeunes intellects pour la sécurité alimentaire et l'Association togolaise du diabète. Issaka Aruna nous fait voir. TK est testé positif au diabète depuis 1983. 39 ans déjà donc qu'il vit avec cette maladie. C'est vers 2020 que je sentais les douleurs dans mon corps, les petites maladies, les crampes. Et je suis allé, ça a révélé que vraiment je suis diabétique. Et j'ai commencé maintenant par prendre les produits. Bon, aujourd'hui, je vis avec le diabète, mais si je ne vous explique pas, vous n'allez pas savoir. Au Togo, le taux de diabétiques a presque doublé ces dernières années. Près de 6 personnes sur 100 sont atteintes de diabète. Une hausse du taux de prévalence qui inquiète. L'Association des jeunes intellects pour la sécurité alimentaire et celle des personnes vivant avec cette maladie en font leur cheval de bataille. On a l'impression que nous ne faisons rien.
On a l'impression que nos populations ne sont pas informées et on a l'impression que les gens, le diabète ne leur dit rien. Donc là, nous sommes dit cette fois-ci, nous n'allons plus rester dans nos coins. Le diabète, Patera en a déjà entendu parler. Il ne veut pas rater la présente occasion. J'avais travaillé avec quelqu'un, la maladie avait commencé par le pied, et comme une plaie sur son pied. Et que ça a commencé comme ça, on l'a amené à l'hôpital. Et l'analyse a révélé que c'est le diabète, jusqu'à ce qu'on devait amputer son pied. Et c'est là, aujourd'hui, j'ai entendu cette caravane de dépistage, et ça m'a poussé, ça m'a donné une motivation pour que je puisse rapidement venir me faire dépister. 3 jours pour se faire dépister et obtenir des conseils sur le diabète et se préserver de ses conséquences. JISA agit aujourd'hui pour améliorer demain. À part ce dépistage, nous avons des sessions où nous avons invité des spécialistes qui touchent la maladie du diabète à venir nous parler, nous instruire. Nous en avons besoin de connaître plus sur cette maladie et chacun prendra ce dont il a besoin pour faire cette prévention du diabète. En plus du stade de Kégué, plusieurs sites sont installés à des points stratégiques du Grand Lomé. Les populations y sont attendues pour découvrir leur statut afin de mieux vivre avec ou sans le diabète. On va profiter pour faire le point de la maladie à coronavirus au Togo. À ce jour de vendredi 18 novembre 2022, la situation de la pandémie se présente au Togo comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 39 322. Le nombre de personnes guéries est de 39 023. Le nombre de cas actifs actuellement est de 9. Le nombre de décès est de 290. Le point est signé par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, le professeur Moustapha Mijiawa. En page internationale, la Guinée équatoriale est dans les dernières lignes droites avant l'élection présidentielle de dimanche, avant donc les 24 heures silencieuses. La campagne battait encore son plein ce vendredi pour ces dernières heures. En lice, le président sortant qui brigue un 6e mandat et 2 autres candidats. Regardez. La campagne électorale bat son plein en Guinée équatoriale où les électeurs sont attendus aux urnes ce dimanche pour élire un nouveau président de la République. Le candidat du parti au pouvoir, Teodoro Obiangema, 80 ans, brigue un 6e mandat à la tête de l'État. Il aura comme adversaire Buenaventura Mossi, candidat du parti de la coalition social-démocrate, et Essono Ondo Andrés, président du parti de l'opposition Convergence pour la démocratie sociale. Ces élections qui vont se dérouler le 20 novembre prochain se passent dans une ambiance formelle. Des observateurs internationaux, sociétés civiles sont en train de venir, comme vous-même, vous l'avez bien vu. Sur le terrain, les opposants sont peu visibles. La campagne est dominée par les meetings et les affiches du président sortant, mais l'opposition croit au changement. Nous sommes persuadés que les Équato-Guinéens veulent écouter un message différent que celui véhiculé par le parti au pouvoir. Ils ont besoin d'un message d'espoir et nous pouvons le leur proposer. Nous disons à travers cette élection que les dirigeants actuels ne peuvent pas résoudre nos problèmes. L'élection présidentielle avait été avancée de 5 mois, le gouvernement justifiant sa décision par le souci de réduire les coûts d'organisation dans un contexte de crise économique. En Guinée équatoriale, la campagne électorale est dans sa dernière ligne droite. Les meetings de clôture seront organisés ce vendredi, car samedi n'est pas un jour de campagne. Dimanche, jour de l'élection, un peu plus de 427 000 électeurs inscrits sur le fichier électoral sont attendus aux urnes. Aux États-Unis, elle est l'une des figures marquantes du mandat de Donald Trump. Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, quitte le perchoir après un riche parcours percutant et sans concession. Retour en page nationale pour signaler que le Centre d'études de la famille africaine
en population, santé et développement durable a décerné des certificats à 10 participants d'une formation qui a réuni 9 pays d'Afrique. La formation portait sur la capture du dividende démographique. Ils seront désormais capitalisés sur la croissance économique potentielle liée à l'évolution de la pyramide des âges d'une population pour orienter les projets sociaux. Mariana Beta, Ramdan Bassina. Après 2 semaines de formation, ils sont prêts à capturer de façon efficace le dividende démographique. Grâce au savoir acquis, les 10 récipiendaires peuvent davantage participer au développement de leurs pays respectifs dans tous les domaines, santé, éducation, emploi des jeunes notamment. On se dit qu'il est bien que tous ceux qui sont formés ici soient dotés pour appuyer les efforts dans leurs pays respectifs afin que ces pays puissent avoir la croissance économique rapide dont nous rêvons tous pour espérer avoir des résultats comparables à ceux des dragons asiatiques. Je suis très contente de recevoir ce certificat à l'issue des 10 jours de formation et je remercie le CFA pour cette formation. Pour moi, cette formation est assez importante pour nous de participer à une telle formation pour renforcer davantage nos capacités sur le dividende démographique, sur la transition démographique, mais aussi comment pallier, comment faire en sorte que nos pays aujourd'hui qui sont vers une forte croissance démographique puissent faire attention, avoir des solutions pour aller vers une capture efficiente de la... Les 10 bénéficiaires sont issus de 9 pays africains. La formation est organisée pour appuyer le gouvernement dans l'autonomisation de la femme et de la promotion dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Le Centre de la famille africaine en population en développement, qui est une institution régionale africaine, a décidé d'élaborer ce cours de formation à l'intention des décideurs, des cadres de la planification, pour leur permettre de faire en sorte que dans les politiques et les programmes, cette approche nouvelle soit prise en compte. La formation est organisée par le Centre d'études de la famille africaine en population, santé et développement durable, CFA-PSD. Objectif, permettre aux pays africains de maîtriser leur croissance démographique. Et c'est vendredi, la page culturelle de ce journal, la 13e édition de Kalbas Challenge est en cours depuis mercredi, une promotion de la culture à travers le slam. La grande soirée, c'est ce samedi donc, sur la scène Bella Bello de l'Université de Lomé. Retour sur le lancement de l'événement avec Alessandra Dekambi et Christine Petcheki-Alodé. Une incantation en soi, une parole en flamme. Cette phrase qui a mon nom n'a pas de signification. Célébration de l'art du griot et de l'oralité, la 13e édition de Kalbas Challenge réunit cette année 12 participants de 4 pays, la France, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Togo. La thématique de cette année s'articule autour de la consommation locale pour une biodiversité durable. Cette 13e édition du festival Grand Show International Kalbas Challenge sera exceptionnelle et très spéciale parce que nous vous réservons du lourd et en prélude d'un grand show. Ce festival a plusieurs activités, d'où les ateliers, les scènes ouvertes, les performances. Donc les ateliers ont déjà commencé avec Virginie Seba le mercredi passé avec les candidats qui participent à la finale de la Coupe nationale Kalbas Challenge. Des difficultés liées au manque de partenaires, mais les perspectives s'annoncent belles. Oui, il faut dire qu'on rencontre des difficultés, mais c'est parce que c'est passionnant, c'est parce qu'il y a de l'avenir, c'est parce que notre culture a besoin de la promotion. Notre culture est assez originale et on doit le promouvoir. Les perspectives d'avenir, c'est beaucoup plus agrandir le mouvement slam, c'est d'amener plus le slam vers nos populations, de vendre nos cultures à travers cet art sublime qu'est le slam. Et il faut déjà annoncer qu'en 2024, nous accueillons la Coupe du monde de slam qui va se dérouler ici à Lomé, dont il y aura plus de 100 invités internationaux qui seront là de différents pays. Le lancement du Kalbas Challenge, c'est aussi l'occasion de dévoiler officiellement l'identité des lauréats de la Coupe du monde du slam à Bruxelles. Ils ont remporté le 4e et 5e prix. C'est à croire que le Togo a de la matière dans le domaine du slam à vendre. Le week-end est assez bien chargé à Lomé en événements culturels. Samedi, concert de Ethan qui a lancé le 22 octobre dernier son tout premier album, un album de 21 titres dont on va parler dans
ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir l'artiste. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais très Merci bien, d'être sur ce plateau. Alors, 10 ans de carrière, quel bilan globalement est-ce que vous en faites? Je dirais, comme tout artiste, ça a été des hauts et des bas, ça a été un challenge, et je dirais une expérience riche en fait. Globalement, une expérience de vie. Ouais. Et là, un premier album que vous sortez après 10 ans. Pourquoi autant de temps? Toute bonne chose prend du temps. Et quand vous prenez le temps d'écouter Amégan, vous saurez que c'est un album qui va traverser le temps. C'est ça. Ouais. Qui a mûri avant de sortir un album de 21 titres. Ouais. Comme je l'ai dit, lancé le 22 octobre dernier. Est-ce qu'il y a un fil conducteur sur la chanson où vous touchez des sujets assez hétéroclites? Ethan a toujours été Ethan. C'est vrai, je chante souvent la femme, je les valorise dans mes sons. Mais cette fois-ci, j'ai touché un peu tous les angles. J'ai parlé du respect des aînés avec le grand frère Kik Vincent. J'ai chanté le courage, la détermination, la confiance en soi. C'est cela. Ouais. Et le titre Amégan, éponyme donc de l'album. Ouais. Amégan, est-ce votre parcours, une reconnaissance? Je dirais les deux. Mon parcours est une reconnaissance envers mon Dieu qui est Amégan. Donc automatiquement, son fils que je suis aussi un Amégan. C'est cela. Donc, voilà. C'est clair. Merci. Et la célébration de ces 10 ans avec Amégan que vous êtes, c'est demain soir, samedi soir au Palais des Congrès de Lomé, du live. Bien sûr, 100% live. Est-ce qu'on en est avec les préparatifs? Tout est prêt, on n'attend que demain pour mettre le feu comme d'habitude. C'est l'occasion de vous inviter aussi, madame. On est déjà là. Inviter tout mon public, tous les fans de sortir massivement. Venez, on va faire la fête ensemble. Et Caterpillar arrive. Demain à 19h au Palais des Congrès de Lomé. 10 ans de carrière. C'est grâce à vous. Donc venez, on va le faire. On va le fêter ensemble. Vous avez autour de vous d'autres confrères? Oui, des artistes internationaux. Et il y aura Révolution, Fanico, Vano Baby, plein d'autres. Et tous ceux qui sont sur l'album. Les Mike Flame, Setlo, Tony Ease, tous les artistes. C'est une fête au fait. Donc ils sont là pour moi et ils seront là pour fêter avec moi. C'est cela. Et vous n'avez pas d'appréhension par rapport au Palais des Congrès? Non. On va sortir nombreux. Oui. Puisque moi j'y suis déjà. Et toute la télévision togolaise y est déjà. Merci beaucoup. Alors, un message pour vos fans pour finir peut-être? Venez, déjà à 19h ça va commencer. Et vous le savez depuis, comme vous le savez, Caterpillar met toujours du feu et cette fois-ci ça serait plus x10 au fait. Donc voilà. Comme c'est 10 ans de carrière, x10. Bon anniversaire à vous. Merci beaucoup. Et très bon concert demain. Merci. Et les tickets sont déjà en vente. Vous pourrez toujours vous les acquérir pour éviter peut-être de se bousculer demain à l'entrée. Le concert commence à 19h. Merci l'artiste, merci Ethan d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci à vous également d'avoir suivi ce journal qui se referme ainsi. Restez sur la TVT pour la suite de ces programmes et surtout demain au concert de Ethan à 19h au Palais des Congrès de Lomé. Au revoir et à très bientôt.